On dit d'elle que c'est le véhicule du futur. Et que bientôt, on ne verra plus qu'elle sur les routes de France. En apparence, pourtant, c'est une voiture comme toutes les autres. Mais avec elle, plus d'essence, ni de gaz d'échappement. La voiture du futur serait électrique. Pour la conduire, il nous faut juste changer un peu nos habitudes. Bonjour. Bonjour. Enchantée. C'est ce que nous explique Julien Cottevert, manager dans une grande marque automobile française. Donc on a la prise traditionnelle, qu'on connaît bien. Donc là, vous branchez le véhicule électrique chez vous et vous allez recharger si Zoé était entre guillemets vide en à peu près 15 heures, une quinzaine d'heures. Et vous avez ensuite après un câble un peu différent où vous rechargerez en 10 heures, ou 8 heures, ou 6 heures, ou 4 heures, voire même moins. D'accord. Et ça, comment je peux le savoir alors? Donc ça, c'est la borne qui décide. La voiture, entre guillemets, elle est, si je puis dire, intelligente. Zoé réfléchit quelques secondes, elle vous dit au tableau de bord ce qui se passe, elle vous dit c'est tel type de courant, je prends le courant qu'on me donne. Entre 4 et 15 heures pour faire le plein. C'est un peu la loterie. Tout dépend de la qualité de la borne où on se branche. Pas très pratique à première vue, et l'autonomie de la voiture semble tout aussi aléatoire. Et là, regardez, globalement, on fait dans des conditions climatiques comme en hiver où il fait très froid, et que si vous avez le pied un peu lourd, vous ferez au moins 100 km. Après, vous pouvez aller jusqu'à 150, voire même au-delà. On va dire que, en fait, ça dépend déjà de la température extérieure. 150 km maximum, en fonction de la météo. Nous avons voulu vérifier par nous-mêmes si la distance annoncée par le constructeur était réalisable. À 10 heures du matin, nous partons de Paris. Notre projet, aller déjeuner à Reims, à 140 km. C'est environ 1h30 de route. Mais au bout de 25 km, la voiture nous annonce que notre autonomie ne sera pas suffisante. Le GPS nous indique où se trouve la borne de recharge la plus proche. Nous sommes obligés de faire une première pause dans un lieu un peu étonnant, le sous-sol d'un parking public. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis équipée d'un véhicule électrique. Je roule en véhicule électrique. Je voulais savoir s'il y avait une borne de recharge dans votre parking. Oui, normalement, elle est tout de suite sur votre gauche, à côté de la place handicapée. D'accord, merci. Je vous en prie. Nous n'avons que 12% de batterie à charger. Nous espérons donc faire une halte rapide. A priori, ça marche. Mais de retour dans la voiture, c'est la douche froide. L'ordinateur annonce presque 3 heures pour faire le plein. Pas de chance, nous sommes tombés sur une borne lente. Si nous attendons, nous arriverons trop tard pour le déjeuner. Après 20 minutes de charge, nous décidons donc de repartir. Il nous faut désormais emprunter l'autoroute. Et c'est là que les choses se gâtent. Notre batterie se décharge à vue d'œil. Nous sommes contraints de nous arrêter une seconde fois à une 50aine de kilomètres de Reims. La voiture électrique tient-elle vraiment toutes ses promesses? En France et aux États-Unis, nous avons enquêté chez les principaux constructeurs automobiles. En Chine, nous avons découvert les conditions de travail des petites mains de cette industrie et aussi ses effets insoupçonnés sur l'environnement. La voiture électrique est-elle vraiment un produit d'avenir? Château-Thierry, sur la route de Reims. C'est là que pour la deuxième fois, nous avons dû nous arrêter pour faire le plein. Mais au garage, une mauvaise surprise nous attend. Bonjour. Bonjour. On a un véhicule électrique, on voulait recharger. On fait pas. Vous avez Après, c'est un service commercial où il y a une borne éventuellement, mais ils n'ouvrent pas avant 14 h. Il est 13 heures. Nous devons attendre 1 heure l'ouverture du garage. Cette fois, nous n'avons pas le choix. La batterie est trop déchargée. Notre espoir de déjeuner à Reims s'évanouit. Nous en sommes quittes pour un steak frites dans la zone industrielle. Seule consolation, cette fois la borne est rapide. Nous rechargeons la batterie en un peu moins d'1 heure et atteignons finalement Reims sur le coup de 16 heures. Ça y est, on arrive. Un trajet de 140 km effectué en 6 heures au lieu d'1h30 avec 2 arrêts au stand. Selon Vincent Carré, directeur commercial de la gamme électrique de la marque, ça n'est pas l'autonomie de la voiture qui serait en cause, mais notre manière de conduire. La voiture, elle est faite pour faire 150 km si vous êtes un conducteur un minimum expérimenté.
D'accord ? C'est-à-dire que si vous savez piloter votre autonomie, si vous conduisez la voiture depuis un mois et demi, vous pouvez aller à Reims. D'accord ? Mais vous ne roulerez pas à 130 sur l'autoroute. Vous roulerez plutôt à 110. 130, on roulait à 90 km/h. Je vous donne le... Moi, je pourrais faire un Paris-Reims. J'arriverai là-bas à Reims avec une autonomie qui sera peut-être de 5 km. Mais la voiture n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour aller à Reims. Elle est faite pour faire des trajets quotidiens, ce que font 50% des Français et des Européens, des trajets quotidiens entre sa maison, l'école des enfants, le travail, le retour. La voiture électrique ne convient donc pas à tout le monde. Pour la conduire, il faut en faire un usage bien particulier. Dans son village, en Normandie, c'est le cas de Marianne. Tous les mercredis, elle vient chercher son fils Timothée à l'école avec sa nouvelle voiture électrique. Non, elle est là-bas. Elle est là-bas, notre voiture électrique. Tu la reconnais ? Cette voiture, Marianne et son mari ne s'en servent que pour des trajets quotidiens, Tu viens t'installer, mon poussin ? On y va ? sur de courtes distances. Alors, l'utilisation de la voiture électrique, c'est quand mon mari veut bien me la prêter pour aller au travail, parce que j'aime beaucoup notre voiture électrique. Et puis, je la prends surtout le mercredi, parce que c'est le jour des mamans pour moi. Et j'emmène Timothée à l'école, je reviens le chercher, je l'emmène à ses activités sportives, en fait, l'après-midi. À Yville, leur village de 400 habitants, ils sont les premiers à avoir acheté une voiture électrique. Car les Tanguy se soucient de l'avenir de leur fils Tu viens ? Viens, mon trésor. M'enlève le bonnet, tu viens ? et aussi de celui de notre planète. Après avoir investi dans cette maison écologique, ils voulaient donc une voiture propre, sans essence. Mais pour Stéphane, pas question de courir après des bornes de rechargement. Il fait son plein le soir, à son domicile, sur une simple prise électrique, car il a la chance d'avoir un parking. Ça prend combien de temps pour charger votre voiture ? Quelques heures. Quelques heures suffisent. Dans le pire des cas, si vraiment la batterie est à plat, la nuit entière suffit. Par sécurité, les Tanguy ont aussi dû conserver leur véhicule à essence pour leurs longs trajets, même si la voiture électrique s'est rapidement imposée dans leur vie quotidienne. C'est vrai que depuis que je l'ai essayé, je ne tarie pas d'éloges sur la voiture électrique. C'est tellement agréable à utiliser, c'est tellement pratique que franchement, il est difficile après de revenir à une voiture thermique. Un garage, un second véhicule, c'est à ces conditions que les Tanguy profitent pleinement de leur voiture électrique. Mais tout le monde en France ne dispose pas du même cadre de vie. Résultat, la voiture électrique a bien du mal à décoller. Moins d'1% des ventes cette année. Pourtant, au salon de l'automobile, tous les constructeurs mettent en avant leurs véhicules électriques. Mais ces voitures moins polyvalentes ont un deuxième handicap qui décourage les acheteurs comme Céline et André. C'est le prix. Celle-là, elle est à 36 852 €, prix à l'achat. Donc du coup, nous... Ça vous semble cher ? Oui, à ce prix-là, c'est quand même très très cher et on ne cherchait pas du tout dans ce budget-là. Donc du coup, non. 36 000 € au lieu de 25 000 pour un modèle à essence équivalent. Chez tous les constructeurs, la voiture électrique est vendue en moyenne 30% plus cher. Comment expliquer un tel écart de prix ? Pour le comprendre, nous nous sommes rendus dans l'une des plus anciennes usines automobiles de France, à Flins, en région parisienne. C'est ici que Renault fabrique son modèle phare, la Zoé. Première surprise, la voiture électrique ne dispose pas d'une chaîne d'assemblage spécifique. Elle est construite de la même manière que sa cousine thermique, la Clio 4. Mais alors, si ce n'est ni la carrosserie ni la main-d'œuvre, qu'est-ce qui fait flamber le prix de cette voiture électrique ? C'est Olivier Talabar, le directeur de l'usine, qui va nous le révéler. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le constructeur français s'est lancé dans la production de la voiture électrique sans maîtriser la fabrication de ces deux éléments principaux qui sont aussi les plus chers, la batterie et le moteur. Le moteur électrique, il est acheté. On ne le fabrique pas pour l'instant chez Renault, alors que les moteurs thermiques sont fabriqués en interne Renault. Voilà. Donc ça, c'est une technologie qu'on doit savoir récupérer chez Renault, savoir faire un moteur électrique. Ils viennent d'où ? Pardon ? Ils viennent d'où ? Je crois qu'ils viennent d'Allemagne.
La seconde pièce est encore plus stratégique sur une voiture électrique. Là encore, le constructeur est obligé de l'importer. Ça, c'est le nerf de la guerre, c'est la batterie électrique. Alors en fait, elle est constituée de plusieurs modules. Hein, c'est les petites boîtes noires que vous avez, c'est 12 modules par batterie qui sont assemblés ici. Les modules viennent, tu disais, de Corée, c'est ça? Oui. Ces batteries importées de Corée, c'est ce qui coûte le plus cher dans une voiture électrique, de 7 à 10 000 euros. Or, le constructeur français ne maîtrise pas non plus cette technologie. Il l'achète à des spécialistes de la chimie. C'est des éléments chimiques. Donc à l'intérieur, c'est de la chimie qui s'opère. Renault n'est pas chimiste. Renault est assembleur de véhicules, fabricant de moteurs. Donc aujourd'hui, on n'a pas la technologie pour réaliser ce type d'objet. C'est une technologie particulière. Renault espère sortir son propre moteur électrique l'an prochain et faire ainsi baisser les coûts de fabrication de sa Zoé. Moins pratique et plus chère, la voiture électrique ne séduit pas facilement les acheteurs. Mais elle est en revanche très bien vue par les pouvoirs publics. Comme la plupart des pays industrialisés, la France s'est engagée à faire baisser ses émissions de CO2. Elle est donc prête à dépenser beaucoup d'argent pour promouvoir ces véhicules qui ne rejettent pas de gaz dans l'atmosphère. En Normandie, nous retrouvons Stéphane, le père de famille qui vient d'acheter sa voiture électrique. Malgré son prix de départ élevé, lui et sa femme ont l'impression d'avoir fait une très bonne affaire en achetant ce véhicule. Car ils l'ont payé à moitié prix. À la base, le prix catalogue est d'environ 23 000 euros. Donc il faut soustraire l'aide, le bonus écologique de 6 300 euros. 6 300 euros, une aide accordée par l'État à tous les véhicules électriques au nom de la défense de l'environnement. Mais Stéphane et Marianne ont en plus touché une autre subvention, 5 000 euros, offerte par leur région. Quand j'ai su que la région offrait cette prime, alors là, on n'a pas hésité une seconde. On a déposé le dossier, on était parmi les premiers. On est allé le porter le jour même. Le jour même, on était le numéro 14 sur les 150. Pour être sûr d'avoir nos chances pour obtenir cette subvention. Et grâce à l'aide de la région, c'est finalement encore moins cher qu'une voiture thermique. Donc là, il n'y avait vraiment pas d'hésitation possible. Pourquoi la région Haute-Normandie offre-t-elle une telle remise ? Officiellement, elle invoque des raisons écologiques. Mais lorsque nous interrogeons Nicolas Mayer-Rossignol, le président de la région, il nous donne une autre explication. D'un an à probablement 6 mois ou 3 mois. C'est une manière aussi, et c'est important pour nous en Normandie, de soutenir l'emploi industriel en Normandie. Et d'ailleurs, il y a plusieurs marques maintenant qui sont produites dans notre région. Bolloré va produire sa Boucar à Dieppe. Elle le relocalise d'ailleurs pour partie d'Italie vers Dieppe. Le site de Cléon, qui produit les moteurs thermiques de Renault, qui est un site vraiment d'excellence, produit aussi, ils sont en train de la construire, la chaîne de montage pour les moteurs électriques. En échange de cet argent pris dans la poche du contribuable, les constructeurs maintiennent leur site dans la région. Une subvention pour attirer des emplois. On est donc loin d'un investissement purement écologique. Et les dépenses publiques ne s'arrêtent pas là. Pour doper les ventes de voitures électriques, l'État cherche aussi à installer des bornes de rechargement partout en France. Et là encore, c'est avec nos impôts qu'on les finance. Buchelet, à 60 km de Paris. Pour le maire, Paul Martinez, c'est le grand jour. Elle n'est pas encore mise définitivement ? Bonjour. Ça semble être accordé. Sa commune, de 2400 habitants, installe sa toute première borne. Un investissement de 16 000 euros. Cette somme, la mairie de Buchelet va se la faire rembourser presque intégralement. Qui paye ? Alors, d'abord la commune paye, bien sûr, les 16 000 euros, mais l'État, d'une part, et la région participent au financement à hauteur à peu près de 90%. Donc, à terme, une fois ces subventions obtenues, cette borne aura coûté aux alentours de 1 600 euros pour la commune. Voilà.
Donc sur 16 000 €, vous avez 90% de subvention. Tout à fait. Donc il s'agit là d'une démarche très incitative de la part de l'État. C'est aussi pour ça que les collectivités, participent à cette démarche. L'État espère ainsi installer 7 millions de nouveaux points de charge avant 2030. Mais en échange de cette subvention, Paul Martinez a dû installer une borne compatible avec tous les modèles de voitures électriques. Et comme les constructeurs n'ont pas tous la même prise, Monsieur le maire a un peu de mal à s'y retrouver. De ce côté-là, donc, on a une prise domestique et une prise spécifique, mais du standard français. De l'autre côté, donc, on a une prise domestique également, mais le standard européen pour la prise spécifique. D'accord, ça veut dire que tous les utilisateurs de véhicules électriques peuvent de toute façon se brancher sur cette borne. Exactement. Sans et surtout, exception. voilà, les utilisateurs qui ont déjà un véhicule électrique ont des câbles qui permettent de charger donc, sur le standard français. Et de l'autre côté, les futurs acheteurs de véhicules électriques auront des câbles pour le standard européen qui est en train de se mettre en place. Le problème, c'est qu'avec cette borne subventionnée, la plupart des voitures mettront plusieurs heures à faire le plein. Cette technologie, financée par nos impôts, pourrait donc bientôt devenir obsolète, car il existe d'autres systèmes beaucoup plus rapides et qui en plus ne coûtent pas un centime d'argent public. Cette voiture électrique américaine a débarqué il y a 6 mois sur les routes de France. Plus rapide, plus autonome. À en croire Olivier Lehedel, le directeur France de la marque, la Tesla Model S surclasserait toutes ses concurrentes. Sur autoroute à vitesse stabilisée à 130 km/h, vous pouvez faire entre 350 et 400 km. C'est 2 à 3 fois plus en termes d'autonomie que ce qui existe si vous comparez par rapport à d'autres véhicules électriques. Des super performances qui ont aussi un super prix, 65 000 €. Mais à ce tarif, le constructeur offre un service exclusif. Des chargeurs hyper rapides partout dans le monde. En France, il en installe un par semaine. Pas besoin de jongler avec les câbles et les prises. Le système est très simple, comme dans une station-service. Alors vous pouvez recharger jusqu'à 250 km d'autonomie en 20 minutes. C'est la borne de charge la plus rapide au monde aujourd'hui. Combien ça coûte là de faire le plein? C'est totalement gratuit. Voilà. Notre stratégie, c'est d'implanter des superchargeurs et de rendre la mobilité 100% électrique et la recharge gratuite. Un système 6 fois plus rapide et totalement gratuit pour le contribuable. Encore faut-il avoir les moyens de rouler en Tesla. La vitesse de recharge est trop rapide et la seule voiture qui est capable d'accepter cette vitesse, c'est la Tesla. C'est pas un peu paradoxal quand on veut développer la mobilité électrique d'avoir des chargeurs qui conviennent que à vos véhicules? Au contraire, si d'autres véhicules étaient capables d'avoir cette vitesse et cette technologie, nous pourrions alors discuter de l'utilisation du réseau de superchargeurs déjà existant. En clair, la marque préfère investir dans des chargeurs uniquement compatibles avec ses modèles pour contraindre les autres constructeurs à adopter ces standards de prise et de batterie. Tesla. Derrière cette start-up californienne, il y a l'ambition d'un homme. Elon Musk, 43 ans. Je crois que c'est difficile de faire mieux que nous. Des trajets gratuits, vous n'aurez jamais ça avec un véhicule essence. Ce jeune milliardaire est le fondateur du système de paiement en ligne PayPal. Grâce à lui, il a amassé une fortune colossale, réinvestie en 2003 dans son nouveau projet, les voitures électriques. Il fait alors une annonce qui stupéfie le monde entier. L'ouverture de ses brevets à l'ensemble de ses concurrents. Un coup de com' qui fait beaucoup parler de lui, mais qui ne lui coûte rien, car il n'a pas de valeur juridique précise. Ce qu'Elon Musk espère, c'est surtout que ses concurrents adopteront sa technologie pour imposer ses standards. Comme Google et Facebook, c'est dans la Silicon Valley que cet as de la com a choisi d'installer ses locaux. Un site ultra sécurisé où nous avons réussi à nous faire inviter. C'est la première fois qu'une caméra de télévision française y pénètre. Notre visite est très encadrée. Pour nous faire découvrir l'immense site, Adam, un salarié du groupe, prend les commandes d'un petit train. Montez à bord, je vous en prie. 500 000 mètres carrés. Le constructeur a vu grand en rachetant en 2006 l'ancien site de General Motors. Depuis, le décor a bien changé.
Jamie, chargé de la promotion de la marque, ne manque pas de nous le faire remarquer. C'est un peu différent des usines automobiles que vous avez dû visiter, non? Plus joli, plus grand, plus propre, non? Comme chez les géants du web, les ingénieurs, triés sur le volet, viennent du monde entier. Dans ce décor futuriste, ils développent des procédés industriels dernier cri. Comme vous pouvez le voir, nous utilisons d'immenses robots. Ce sont les robots les plus grands qui existent. En fait, ce sont les plus grands robots industriels que l'on trouve sur le marché. Des machines colossales. Dans cet atelier, ils ont tous des noms de personnages de BD. Celui-là, par exemple, s'appelle Storm et celui-là, Colossus. Chez le constructeur américain, on sait se vendre toujours avec humour. On n'a pas besoin d'un des plus grands robots du monde, mais de deux des plus grands robots du monde. Et la plus grande fierté de la marque, ce sont les batteries, beaucoup plus performantes que celles de leurs concurrents. Le procédé de fabrication est ultra secret, mais le composant principal tient dans le creux d'une main. Ce sont ces petits cylindres, à peine plus gros qu'une pile ordinaire. La raison pour laquelle on utilise ces cellules, c'est parce que l'industrie informatique en produit des milliards chaque année. Nous dessinons ces cellules et nous les faisons fabriquer par Panasonic au Japon. Mais un incident vient soudain court-circuiter ce discours bien rodé. Des salariés de l'usine évacuent le site en urgence. L'alarme incendie vient de se déclencher. Tout à coup, ça a pris feu. J'ai couru et ça a explosé. Les représentants de Tesla mettent fin à l'interview. Ils nous expliqueront ensuite que l'incendie était dû à un court-circuit, sans plus d'explications. La sécurité est pourtant l'un des arguments phares de la marque réputée la plus sûre du monde. Mais sur les Tesla, si les accidents sont très rares, ils n'en sont pas moins spectaculaires, comme le montrent ces images qui circulent sur Internet. Et regarde, c'est une Tesla. 3 incendies déclenchés après des collisions sur 35 000 voitures vendues. C'est la batterie qui n'aurait pas résisté au choc. Ce serait le point faible du constructeur américain, une batterie fragile. Et comme celle de la grande majorité de ses concurrents, elle serait en plus loin d'être entièrement écologique. À Paris, plusieurs fois par semaine, Stéphane Lhomme se livre à une étrange activité. Il débranche méthodiquement toutes les voitures électriques. Militant écologiste, il est parti en guerre contre ces nouveaux véhicules. Alors c'est vrai qu'elle ne pollue pas au moment où elle roule, mais elle pollue avant, après et ailleurs. Elle pollue avant parce qu'il faut de l'énergie et des matières premières pour la fabriquer. Elle pollue après parce qu'il y a beaucoup de déchets en fin de vie, les pneus, les batteries, le reste de la voiture. Et puis bien sûr, il y a l'énergie pour faire avancer cette voiture. Et donc la voiture électrique est comptable de toutes ces pollutions. Il y a quelques mois, il a même fait modifier les publicités des fabricants. Grâce aux procédures que j'ai menées, les publicités ont été modifiées. On voit ici la Renault Zoé qui était écologique et maintenant elle est 100% électrique, zen, connectée, mais le mot écologique a disparu. Chez Mitsubishi, c'était une citadine 100% écologique, maintenant elle n'est plus 100% écologique. Elle est juste une citadine éco-citoyenne. Les opposants à la voiture électrique dénoncent notamment la composition des batteries. Pour les fabriquer, la plupart des marques utilisent des matières polluantes, comme le lithium, le cobalt et surtout le graphite. Certaines voitures peuvent en contenir plus de 60 kg. Et l'extraction de ce minerai devenu stratégique a de lourdes conséquences sur l'environnement. Au nord de la Chine, nous partons sur la route du graphite, dans la province du Shandong. C'est l'une des principales régions de production du pays, qui détient 80% des ressources mondiales. Avec l'augmentation de la production de véhicules électriques, la demande explose, mais les ressources s'épuisent. Alors il faut creuser toujours plus profond pour extraire ces blocs noirs que nous apercevons sur la route. Le prix de la tonne a triplé en moins de 10 ans. Le business est juteux pour les producteurs, mais pas pour les agriculteurs de la région.
La surexploitation du graphite entraînerait le déclin de leur culture. Le sujet est sensible. Nous devons filmer discrètement. Monsieur et Madame Jiao nous apprennent qu'ils n'arrosent plus leurs champs avec l'eau du puits comme ils le faisaient auparavant. Depuis quand vous êtes obligés d'acheter de l'eau ? Cela fait 3 ans. Oui, cela fait 3 ans qu'on achète de l'eau dans un autre village. La nôtre est trop polluée. Les agriculteurs acceptent de nous recevoir chez eux pour nous montrer comment l'exploitation du graphite a bouleversé leur quotidien. Chaque soir, Madame Jiao a pris l'habitude de faire bouillir l'eau du robinet pour cuisiner, car selon elle, elle est devenue impropre à la consommation. Tout ça, c'est à cause du graphite. Les mines contaminent les sols et l'eau, vous savez. Nous, dès qu'on boit cette eau, on a la bouche irritée. Et la pollution fait gonfler nos gencives, vous voyez ? C'est aussi grave que ça. Leur production de légumes a baissé. Ils hésitent même à les consommer. Ils ont répandu des produits sur le sol. Et ces produits se sont infiltrés en profondeur partout dans la région. Ça a détruit les cultures. Et cela date de quand ? Toute cette histoire, cela a commencé il y a 7 ou 8 ans. Pour connaître l'ampleur de la pollution, nous avons prélevé un échantillon de cette eau et nous l'avons fait analyser dans un laboratoire chinois. Arsenic, plomb, acidité. Sur l'échantillon étudié, les seuils de pollution ne sont pas dépassés et l'eau est tout à fait consommable. Pourtant, cette pollution existe bel et bien. Elle a même fait la une de la chaîne nationale l'an dernier. Dans cette autre région du graphite, à Heilongjiang, les habitants sont également en colère. Lors des pics de production, la poussière les oblige à se calfeutrer chez eux. La pollution de l'eau est visible à l'œil nu. Il y a 1 an, le gouvernement chinois a décidé d'arrêter la production de plusieurs dizaines d'usines. Une mesure prise sur la recommandation de la Commission nationale du graphite, un organisme chargé de contrôler l'exploitation de ce minerai. Mais le sujet de la pollution reste un tabou en Chine. Tous les membres de la commission ont refusé notre demande d'interview. Nous nous faisons passer pour une étudiante qui écrit un rapport sur le sujet et nous les contactons par téléphone. Est-ce que vous savez combien d'usines ont fermé ? Elles ne sont pas fermées définitivement. Elles ont été arrêtées le temps pour elles d'installer un système de production respectueux de l'environnement. C'est-à-dire que la production de graphite pollue l'environnement ? Comment ? Le processus de purification du graphite nécessite l'utilisation d'acide chlorhydrique. C'est cela qui affecte l'environnement. C'est l'acide chlorhydrique qui est polluant. D'après ce membre de la commission, beaucoup d'usines auraient été depuis mises aux normes et auraient pu reprendre leur activité. Quelles sont les normes environnementales que vous exigez pour la production de graphite ? Pourriez-vous l'expliquer ? D'accord. Les éléments acides, lors de la production de graphite, sont polluants pour l'eau. Il y a donc une norme pour l'épuration des eaux usées. Il faut que les eaux soient neutres. Et il faut aussi installer des équipements pour enlever la poussière. Ces sites de production polluants sont-ils vraiment en train de se mettre aux normes ? Et le gouvernement chinois peut-il les empêcher de polluer ? Des villageois nous ont indiqué une petite usine censée avoir été fermée par les autorités. Nous décidons de nous y rendre. Nous filmons en caméra cachée. Nous nous faisons passer pour des acheteurs de graphite. Le patron nous accueille et nous propose de visiter son usine. Dans la cour, des sacs remplis de la production de la semaine. À l'intérieur, nous découvrons un atelier vétuste. Le sol et les machines sont recouverts d'une pâte gluante. Ce sont les déchets issus de la purification du minerai. Regardez, ma mine est là, juste derrière l'usine. Dehors et dans les ateliers, nous nous étonnons de ne pas voir d'ouvriers. Ils nous expliquent que l'usine tourne plutôt la nuit. Mais pourquoi préférez-vous travailler la nuit ?
C'est parce que l'électricité est moins chère. En réalité, le travail de nuit permet surtout de faire fonctionner l'usine plus discrètement, à l'abri des contrôles. Nous insistons pour voir des ouvriers au travail. Le patron nous autorise à nous rendre dans un atelier de conditionnement de l'autre côté de la cour. Mais pour sa santé, il refuse de nous accompagner. La poussière est visible à l'œil nu. Certains travailleurs sont équipés de masques. D'autres, comme cet homme, ne portent aucune protection. Loin des usines high-tech de la Silicon Valley et des promesses écologiques des constructeurs, les habitants du Shandong participent eux aussi, à leur manière, au boom de la voiture électrique. Pour eux, le graphite est une richesse, mais il pourrait aussi devenir une malédiction. Son impact sur leur santé et leur environnement n'a à ce jour jamais été évalué.